et j'appelle sur la question du panorama des aides publiques disponibles, subventions, crédits d'impôt et autres produits spécifiques, Guillaume Gallet de Saint-Aurin, gérant de Saint-Aurin. Jonathan Muller, ingénieur énergie ADEME Guadeloupe, sur le rôle de l'ADEME dans l'accompagnement des projets de transition énergétique et écologique. Ryan Beaubois, qui va nous présenter la solution d'appui aux entreprises innovantes mise en place par l'UDE-MEDEF. D'ailleurs, on va commencer par ce premier sujet, on va intervertir. Je vous en prie, installez-vous. Et puis toujours les échanges avec le public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je passe tout de suite la parole à Ryan qui va vous présenter mes notes. Ok. Non, c'est bon. Bonjour à tous. Monsieur Bech ayant déjà consommé une grande partie de notre timing, je vais tenter quand même d'aller vite. On est conscient que les aides publiques sont une vraie problématique, j'ai envie de dire, pour les TPE, dans le sens où de nombreuses aides sont méconnues de la part de nos entreprises, et plus l'entreprise est petite et plus elle a des difficultés à les mobiliser, à monter le dossier, à faire des remontées de dépenses et à à assumer toute la lourdeur administrative que ça peut représenter. C'est pourquoi l'UDE-MEDEF a monté un nouveau service pour nos adhérents qui représente, les TPE surtout, qui représentent 85% de nos 1200 adhérents. Et l'objectif est de vous permettre d'avoir accès au travers de l'intelligence artificielle. C'est une solution que l'on a mise en place avec mes aides publiques. Et donc du coup, grâce à l'intelligence artificielle, on vous fera une démo juste après, c'est pour ça que je ne serai pas très long. Vous rentrez votre numéro de SIRET, les éléments du financement que vous voulez avoir, et en quelques clics, vous avez les 11 000 aides qui existent, qui sont disponibles et qui vont vous ressortir en vous disant ce à quoi vous êtes éligible, celles pour lesquelles vous pouvez cumuler des aides, et ensuite donc refaire le lien avec les collectivités ou les instances qui délivrent ces aides pour vous permettre de monter le dossier. On aura une deuxième phase aussi d'accompagnement avec les cabinets qui existent sur la place, qui pourront aussi vous monter les dossiers, et on aura une solution aussi simplifiée pour les plus petites entreprises. Donc sans attendre, je passe la parole à Michel. Michel, tu nous entends ? Ouais, Michel ? Il nous entend pas. Tu peux parler ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah super, on t'entend. La parole est à toi. Si jamais vous m'entendez, on t'entend. Je n'ai plus le son, je n'ai plus l'image. Est-ce que Ryan, tu m'entends ? Ah, vous m'entendez ? Ok, super. Donc, j'ai vu que tu m'avais appelé. On va y arriver, c'est toujours l'époque du direct, surtout en vidéo. J'espère que je ne ferai pas de doublon par rapport à ce que tu as pu annoncer, Ryan. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Michel, j'ai notamment créé MAPI, notamment le service qui va pouvoir rendre accessibles les aides publiques à vous en tant qu'entreprise. Et le but de cette présentation, c'est vraiment en 10-15 minutes vous montrer comment concrètement, c'est super, comme ça je peux voir le rendu de l'écran direct, comment concrètement, vous en tant qu'adhérent du MEDEF, vous allez pouvoir donc accéder aux dispositifs qui sont pertinents pour vous. J'aimerais juste faire une petite introduction, déjà en vous partageant l'écran, parce que comme ça vous pourrez voir la démarche en temps réel. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est super. Et vous voyez toujours le message, là, tout fonctionne bien. Donc, je voudrais juste faire un petit état sur quelques notions des aides publiques à connaître avant de se lancer.
Parce que les aides publiques, il faut avoir en tête que ce n'est pas automatique, ce ne sont pas des aides sociales, on n'a pas forcément droit à des aides, par contre, on est potentiellement éligible. Et ça, c'est une grosse différence. Ça veut dire que pour une entreprise, il faut qu'on identifie des projets. Et donc, tout par-delà, c'est-à-dire que sur la plateforme, vous allez pouvoir donc identifier et en tout cas structurer vos projets. Et donc, on va avoir deux types d'entreprises, celles qui ont un projet déjà en tête et donc on va pouvoir trouver les aides facilement en face, et celles qui n'ont pas d'idée de projet, et dans ce cas-là, on va pouvoir vous suggérer des dépenses éligibles, des dépenses finançables, et donc vous donner des idées de projet pour après chercher un cofinancement public. Et oui, je précise cofinancement public, parce que pour quasiment tous les financements publics, il va falloir donc couvrir le reste du financement. Donc sur ce, on va pouvoir commencer. C'est très simple, vous allez avoir un accès sur votre espace MEDEF Guadeloupe Aide Publique. Donc si ce n'est pas déjà le cas, vous allez pouvoir demander au MEDEF de vous envoyer le lien de connexion. Vous allez donc pouvoir créer un compte avec vos accès, votre mot de passe, ou bien alors vous connecter avec un lien magique, donc c'est-à-dire que vous renseignez uniquement l'email, et derrière vous allez pouvoir vous connecter. Donc là je me suis déjà créé un compte, j'ai le mot de passe, et donc je vais arriver dans mon espace Aide Publique. Très rapidement, je vous fais un tour des onglets. Toute la notion est liée au projet. Donc, on a le premier onglet, c'est le projet. C'est là où vous allez pouvoir décrire votre projet, une présentation, les objectifs, etc. Ou alors, vous pouvez faire l'audit guidé. L'audit guidé, c'est une suite de questions où on va vous interroger sur votre état des lieux de votre entreprise et surtout votre projet, qu'est-ce que vous souhaitez faire financer. Une fois que vous avez rempli ce questionnaire, vous allez avoir une note sur 20, ainsi que des recommandations, et savoir si ça vaut le coup d'aller ou pas, si c'est le bon timing, etc. Vous avez le nouveau menu qui sont la suggestion de dépenses éligibles. Donc là, c'est pour ceux qui n'ont pas de projet, qui souhaitent ou alors découvrir des dépenses qui peuvent être financées. Et donc, si vous cliquez ici, et vous allez dans découvrir les dépenses, vous allez pouvoir avoir une suggestion de dépenses. Et aussi quelques vidéos pour vous sensibiliser au sujet des aides publiques. Donc là, je reviens rapidement pour savoir si tout fonctionne encore. Ça m'a l'air d'être bon. Super. Donc, là, on attend un peu parce que l'IA va vraiment comparer votre entreprise avec toutes les aides et surtout, on va extraire les dépenses éligibles de ces aides-là et vous suggérer des choses concrètes. Est-ce que je peux faire financer un four? Est-ce que je peux faire financer des travaux, etc. Pour la démonstration, j'ai pris un client chez nous, IDT Expertise, qui est une société en Guadeloupe qui propose des services informatiques sur mesure. Donc quand vous allez cliquer sur voir les résultats, vous allez avoir potentiellement des aides suggérées ou pas, justement, ça va être l'occasion. Donc là, pas de bol. Pour ce client-là, je n'ai pas d'aide suggérée. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en train de l'accompagner sur les dispositifs. Donc je vais plutôt vous montrer dans le menu aide publique ce qui peut sortir, parce que là, aujourd'hui, on est en train de monter 6 aides pour lui. Donc quand vous allez arriver, on va vous demander en premier lieu de renseigner votre filière. Donc si je prends par exemple les sièges pour avion, je vais avoir comme code NAF le textile qu'on va récupérer automatiquement, mais je vais ajouter la filière aéronautique. Donc là, pour l'exemple, je ne vais pas aller dessus. Vous allez pouvoir aussi configurer une veille. Donc c'est une mise à jour des aides existantes. Vous êtes au courant de toutes les nouvelles aides, de mise à jour sur les aides, des aides bientôt supprimées et des aides qui ont été effectivement supprimées. Donc là, dans mon cas, je vais uniquement laisser la veille générale locale et la veille fiscale. Et comme ça, je vais pouvoir être au courant de toutes les nouveautés. Donc, une fois que je clique sur continuer, on me propose d'ajouter des membres. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez passer cette étape. Et là, on va pouvoir découvrir les premiers résultats des aides. Donc, nous, on va lancer une première recherche sur, la recherche la plus courante, c'est-à-dire l'investissement matériel. Et là, vous voyez que j'ai déjà 2 aides qui ressortent, précroissance TPE Guadeloupe et chèque expert. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement dans les filtres, ici, vous allez pouvoir ouvrir les thèmes. Donc, je vous passe rapidement les filtres, mais on va avoir tout type d'aides, les subventions, les prêts, les garanties, les appels à projets, les aides fiscales, etc. Des aides locales, donc là, vous voyez qu'il m'a bien localisé dans les abîmes, jusqu'aux aides européennes. Et ensuite, vous allez pouvoir cocher les thèmes et donc découvrir des aides complémentaires. Là, je vais en cocher quelques-uns pour l'exemple. Et découvrir des aides de la région de Guadeloupe. Donc, je vois que j'ai ces aides de la BPI qui sont directement liées à la région. Chèque expert également, jusqu'à 9 200 €. Donc là, pour chacune de ces aides-là, vous allez pouvoir avoir le contexte, les conditions d'éligibilité et les démarches à réaliser pour aller plus loin jusqu'au bout. Donc ici, directement, vous retrouvez la fiche et vous avez le petit lien pour voir la source des aides. Sur ce petit encart-là, vous voyez
tout ce qui est financé par cette aide-là. Donc là, c'est typiquement les prestations externes de conseil d'accueil. Donc si je résume, l'étape 1, c'est de bien renseigner son projet. Donc là, d'ailleurs, pour ce client-là, nous avions deux types de projets, des travaux immobiliers et des investissements matériels. Et juste pour vous raconter un peu le contexte, si vous voulez rajouter du double vitrage, faire un espacement plus convivial pour la cuisine des salariés, acheter un véhicule électrique et mettre en place sa borne électrique, aménager et faire une rénovation du local pour créer une salle de réunion, une partie d'investissement stratégique, des équipements techniques pour son atelier informatique, tout ce qui est le mobilier, les équipements, tables, chaises, des écrans, des vidéoprojecteurs, aussi un recrutement tout simplement, un nouveau salarié en CDI. Donc tout ça, vous pouvez le renseigner ici, ce qui va quand même permettre de cibler au mieux les aides. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir soit découvrir d'autres types de dépenses, si jamais on en trouve, et soit directement aller dans le menu des aides publiques. Pour information, le menu d'aide publique doit être demandé à votre conseiller du MEDEF pour être activé. Une fois que vous avez renseigné votre projet et que vous êtes prêt, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir demander au MEDEF Guadeloupe de vous activer votre accès. Et voilà, je pense que j'ai fait un tour rapide de l'application. Je vous passe le détail de l'ensemble des menus, mais vous pouvez aussi monter le dossier sur la plateforme, recentrer, structurer le projet dans le menu entreprise, inviter des collaborateurs si vous êtes plusieurs sur le projet et que vous voulez travailler en collaboration. Et donc, comme ça, concrétiser vos projets et obtenir des cofinancements publics disponibles sur la plateforme MAPI MEDEF Guadeloupe. Je pense qu'on est bon. Je ne sais pas si... moi, je n'entends toujours rien. Si jamais vous avez des questions, il faut activer le micro. Merci beaucoup. Non, la présentation est très complète. C'est juste que c'est présenté peut-être un peu petit, donc on ne voit pas. On vous invite à vous connecter sur la plateforme et le lancement officiel. C'est gratuit et c'est adapté à notre territoire parce qu'on voit toutes les aides qui concernent notre territoire. Sans plus tarder, on va maintenant détailler toutes les aides publiques disponibles grâce à Guillaume Gallet de Saint-Aurin qui va nous présenter ce panorama. Merci Guillaume. Bonjour à tous. J'avais une petite présentation. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Ah, c'est une nouvelle police. Bon, bah écoutez, il faut déchiffrer, donc ce qui arrive, c'est un petit test. Bon, merci au président Mariton de faire cet événement. Je pense qu'il est très important de parler, de mettre en lumière le financement, les offres et les difficultés qu'il peut y avoir. On m'a demandé de parler des aides publiques, donc je représente, j'ai deux casquettes, je suis vice-président de la FEDOM et je suis très actif aux côtés du président de toutes les équipes que je salue aujourd'hui sur la défense des dispositifs, notamment les dispositifs fiscaux. Mais j'ai également un cabinet de conseil en ingénierie financière, Saint-Aurin, qui accompagne dans tout l'outre-mer et particulièrement en Guadeloupe, des entreprises à monter leurs projets et à aller récupérer tous les différents dispositifs de soutien qu'ils peuvent avoir sur les publics et également sur les financements. Donc on a l'habitude de travailler avec plusieurs d'entre vous, à la fois des clients ou des partenaires, institutions. Et donc je vais vous parler rapidement un peu, dans le temps qui m'est imparti, des aides publiques. Il y a un rapport qui est sorti du Sénat cet été, assez bien fait, sur les aides publiques aux entreprises. Ceux qui s'intéressent à la thématique, je vous recommande ce rapport parce qu'il dresse un panorama global des aides publiques au niveau mondial d'abord, puis européen, puis français, avec des déclinaisons régionales également, qui sont très intéressantes. Et je vais voulu partager un peu avec vous. Donc bon, malheureusement, les Russes se sont emparés de ma présentation. Mais en quelques mots, juste pour vous dire que les aides, on est effectivement habitué dans notre territoire en Guadeloupe, mais il y a également beaucoup d'aides dans le niveau hexagonal, mais également dans le monde entier. Aux États-Unis, il y a des aides, il y a le CHIPS Act, l'IRA. En Chine, il y a pas mal d'aides importantes pour booster la dynamique de développement. En Russie, il y en a. En Inde, en Allemagne, en Espagne. Partout, il y a des aides pour pouvoir couvrir des carences qu'il peut y avoir ou pour pouvoir dynamiser certains secteurs d'activité. Donc, juste pour rappeler dans le contexte, c'est que ce que l'on connaît ici, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas une spécificité ni française ni ultramarine, mais c'est bien des leviers de développement que l'on retrouve partout dans le monde entier. Ce rapport met quand même en lumière que les aides en Europe et en France sont quand même beaucoup plus
contraignantes que celles qu'il peut y avoir ailleurs, qui sont beaucoup plus directes et qui ont un impact beaucoup plus fort dans les économies. Alors, le cadre européen des aides, donc d'abord rappeler que l'article 107 du traité de fonctionnement de l'Union européenne interdit les aides. Donc, les aides par nature, à la base, c'est qu'elles sont illégales, sauf dans un certain nombre de cas qui sont largement détaillés. Donc, dans les régions ultra-périphériques, on a l'article 349 qui donne des dérogations dont je vais vous parler. En France, on a globalement 43 milliards d'aides fiscales budgétaires en 2023, avec une complexité et des empilements qui sont assez importants, et puis différents rabots qu'on connaît depuis quelques années qui vont peut-être continuer en 2026. Donc, dans le contexte ultramarin, l'article 349 du traité du fonctionnement de l'Union européenne reconnaît des handicaps structurels qui justifient des aides spécifiques et plus fortes que celles qu'on peut avoir dans l'Hexagone, qui sont notamment l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, les climats difficiles, la dépendance à peu de produits. Donc, les conséquences de ces différents handicaps, c'est des sous-capitalisations, des préfinancements qui sont parfois difficiles, des coûts d'accès du crédit, alors même si jamais c'est nuancé, mais en tout cas, c'est ce qui est inscrit qui peuvent être difficiles. Et donc, ces aides que l'on a, ce sont vraiment c'est pour compenser ces handicaps. Avant de rentrer dans le panorama de différentes aides qu'il peut y avoir, j'aurais aimé éclairer sur un petit point qui est un peu technique mais qui est quand même assez utile. C'est de dire que toutes les aides, justement, pour pouvoir exister, doivent se mettre sous un régime d'aide. Et quand on fait une architecture sur un projet de financement, c'est important de connaître cette notion de régime d'aide. Il existe plusieurs régimes d'aide. Le plus commun et le plus utilisé, c'est le RGEC, dont certains ont sans doute déjà beaucoup entendu parler, mais il y a aussi les régimes des AFR, il y a des régimes spécifiques aux aides environnementales, il y a les régimes de minimis. Donc il est très important, avant de regarder quelle aide on a, à quel régime elle est rattachée, pour voir comment on peut marier différentes aides entre elles. Donc, quelques points sur les perspectives et les tendances sur les aides, et ensuite je rentrerai dans le détail des aides qu'on peut avoir ici. À l'international, il y a des rationalisations qui sont de plus en plus fortes. En France, quelques rabots et un risque des incertitudes sur certaines aides. Le rapport du Sénat met en avant 3 éléments importants qu'on va sans doute voir arriver dans l'ensemble des aides. C'est plus de transparence, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de nuages sur certaines aides dont on n'arrive pas à tout comprendre, la rationalisation et de l'évaluation. Il est considéré qu'il n'y a pas assez d'évaluation. Concernant les Outre-mer, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine que le président en a parlé ce matin, mais je suis arrivé un peu en retard. Sur l'une d'entre elles, il y a des rabots qui sont importants, envisagés, et donc il va falloir se battre pour pouvoir les maintenir, parce que ces aides sont capitales pour nos territoires. Donc, les aides que je vais vous parler maintenant des aides, le panorama des aides, il en existe des centaines. Je pense que l'outil du MEDEF qui a été présenté les référence sans doute exhaustivement, mais il existe plusieurs centaines, voire peut-être même des milliers d'aides. Il y a une jungle d'aides qui est inimaginable. Moi qui suis du métier, j'en ai parcouru quelques-unes, mais il en existe des centaines et des centaines que je n'ai jamais activées parce que trop spécifique, ou trop unique ou trop compliqué à mobiliser. Mais dans nos territoires, concrètement, pour pouvoir faire avancer nos projets, la principale, ça reste l'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Donc c'est un outil qui est capital, qui a aujourd'hui 2 grandes déclinaisons. La déclinaison de ce qu'on appelle le Girardin, avec les montages et les SNC, dédié, fléché pour les petites entreprises qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est un dispositif vraiment clé pour pouvoir assurer le développement de nos territoires. Et puis les crédits d'impôt pour les plus grandes entreprises, qui est également indispensable pour pouvoir boucler des plans de financement. Donc ces 2 dispositifs sont aujourd'hui menacés par le gouvernement qui veut faire un rabot de 11 points sur ces dispositifs, ce serait catastrophique. Je profite de la présence du président Chalus pour pouvoir signaler ce point-là. Ce rabot de 11 points est catastrophique. Il faut vraiment que tout le monde autour de cette salle, on se batte pour pouvoir l'empêcher. Et je pense que les élus qui sont présents, on a besoin de vous pour pouvoir signaler au Premier ministre que ce rabot n'est pas possible. Donc ça reste le premier dispositif. Le deuxième, évidemment, c'est les fonds européens. Donc je salue les personnes de la région qui sont présentes. Donc les fonds européens, puisqu'il y en a plusieurs, notamment ceux du FEDER, du FEADER, du FSE et du FEAMPA. Donc ces différents fonds qui sont fléchés sur différents secteurs, sont également très importants pour pouvoir dynamiser nos territoires et puis atteindre certains objectifs. Et puis il y a d'autres aides, parmi lesquelles celles qui reviennent le plus souvent, celles de l'ADEME. Je vais pas les présenter car elles seront faites juste après. Celles de France 2030. Qui sont très médiatisées, celle de la BPI. La BPI a parlé de son aspect financement, mais un aspect aide également. Et puis il peut y avoir des aides de l'ODE, de la CGSS.
Donc, ce qu'il faut retenir parmi ces aides, c'est que leur diversité est importante. La fongibilité des aides est quelque chose de très très important. Je l'avais dans mes panoramas, mais bon, apparemment il y a quelques difficultés. Quelques exemples selon les types de projets dans lesquels on peut mettre une aide, 2 aides ou 3 aides. Donc, marier des aides entre elles est quelque chose d'important. Les régimes d'aide dont je parlais sont importants à connaître pour savoir comment on marie des aides entre elles. Mais pour pouvoir bien boucler et maximiser un plan de financement, je pense que c'est une notion qui est à connaître. Comment et pourquoi on peut marier, donc par exemple, du fait en pas avec du crédit d'impôt et des aides de la BPI pour une activité donc en relation avec la pêche. De l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le BTP, c'est quand même le principal levier, puisque la région n'est pas forcément, enfin les aides fédérales ne sont pas forcément axées et faites pour ça. Ou sinon, pour la création d'un hôtel, de pouvoir cumuler du FEDER, du crédit d'impôt et éventuellement de l'ADEME pour la dimension écologique. Ça permettrait de maximiser un plan de financement et de saturer les plafonds qui sont de 50%. Voilà en quelques mots un panorama que je peux faire. Il y aurait énormément de choses à dire sur les aides publiques, mais bon, avec le temps qui m'est imparti, je voulais simplement attirer votre attention sur cette dimension globale des aides qu'on a partout, sur les spécificités en Europe et en Outre-mer, et puis avoir décrit les quelques aides qui sont les plus souvent utilisées par nos entreprises. Merci beaucoup, Guillaume. Tu as bien fait d'insister sur l'appui dont on aura besoin de nos parlementaires pour se bagarrer pour le PLF 2026. Effectivement, il y a cette réduction de 11 points sur tous les taux de réduction et crédit d'impôt, mais il y a aussi, par exemple, l'allongement de la durée de location du logement intermédiaire de 5 à 9 ans. Donc, pas mal de sujets sur lesquels il va falloir qu'on se batte, en plus de la question de la LODEOM sociale, où la FEDOM nous a annoncé que dans les maquettes, on parlait d'une économie de 350 millions d'euros, 400 millions d'euros pour la défiscalisation, donc soit entre 750 et 800 millions d'euros de moins par an pour tout l'outre-mer. Donc c'est un peu catastrophique. Étant précisé que, pour mémoire, on a eu régulièrement au cours des dernières années des coups de rabot, mais jamais de cette ampleur-là. L'an dernier, c'était à hauteur de 168 millions d'euros de mémoire, et les années précédentes, un peu moins. Donc on ne comprend même pas comment c'est possible de s'attaquer à l'outre-mer comme ça. C'est pour ça que dans mon propos introductif, même si le sujet du jour c'était le financement des entreprises, il m'a paru important de vous rappeler que dans le contexte d'assainissement budgétaire, l'outre-mer était particulièrement visé par le PLF 2026 et le PLFSS. On va tout de suite passer la parole sans transition à Monsieur Jonathan Muller, ingénieur énergie de l'ADEME, sur le rôle de l'ADEME dans l'accompagnement des projets de transition énergétique et écologique. Merci beaucoup. Donc, je me représente, donc Jonathan Muller. Je suis ingénieur à l'ADEME sur les énergies renouvelables et la mobilité durable à l'ADEME Guadeloupe. Alors, je tiens à excuser mon directeur Benoît Lacroix qui est justement mobilisé sur une commission d'attribution des aides. Voilà, c'est ce matin. Alors, si on peut, il y a une présentation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui anime l'action de l'ADEME en Guadeloupe? Donc, nos missions sont d'accélérer la transition écologique en Guadeloupe. Donc, je vais faire un peu étalage un peu de certains sujets, mais on a une mauvaise gestion de nos ressources aujourd'hui. Sur la partie déchets, économie circulaire, on a un enfouissement des déchets qui est majoritaire sur la Guadeloupe. On est encore à 60% de déchets enfouis en 2023. C'est les chiffres de l'Observatoire des déchets. Une forte dépendance aux énergies fossiles, une dépendance à l'import. Une urgence climatique que vous connaissez bien sûr, mais avec des objectifs régionaux qu'on partage avec dans les programmations pluriannuelles de l'énergie avec la région, nationaux, internationaux, neutralité carbone, accord de Paris. Et aussi, on l'a parlé sur la question des assurances, une vulnérabilité de nos territoires, donc avec montée des eaux, érosion côtière, menace sur la biodiversité, enfin voilà. Et plus localement aussi, on peut avoir des impacts sur l'agriculture. La production de canne en Guadeloupe, les sargasses, les brumes des sables. Donc voilà, c'est un petit peu tous les sujets qui animent la transition écologique en Guadeloupe. Alors l'ADEME, pour juste en quelques mots, oui, la prochaine, pardon.
L'ADEME, en quelques mots, donc c'est un établissement public national, donc un opérateur de l'État sous le tutelle ministérielle. On n'accompagne pas uniquement les entreprises, on accompagne aussi les collectivités, les associations. C'est 1000 personnes, alors pas ici en Guadeloupe, ça c'est clair. Nous, on est 9 en Guadeloupe, donc sur 1000 personnes, il y a beaucoup de services qui sont aussi au siège de l'ADEME, sur les sites centraux. Et nos sujets, on est sur les sujets donc, des déchets, de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable, et pour les collectivités aussi, les accompagner dans les territoires durables, l'adaptation au changement climatique, l'alimentation, enfin voilà. Tous ces sujets font partie du champ d'expertise de l'ADEME, avec des offres qui peuvent être des études prospectives, des outils, des financements, bien sûr, c'est pour ça qu'on est aussi ici aujourd'hui, et des diffusions de bonnes pratiques. Sur la prochaine. Alors spécifiquement pour l'accompagnement de l'ADEME aux entreprises, on a un parcours entreprise sur notre site internet qui est assez bien fait, qui propose à la fois des formations en ligne, des événements, tous nos systèmes d'aide, tous nos conseils, accompagnements qui sont vraiment concentrés sur notre site internet, parcours entreprise. On a aussi tous les outils qu'on peut avoir mis en place pour accompagner les entreprises. Alors là, je ne peux pas faire une démo, mais je vous inciterai à aller sur ce site. Et concrètement, notre offre, elle s'articule autour de 3 phases au niveau des entreprises. Donc on va vraiment avoir une offre pour la première étape de pré-diagnostic d'audit au niveau des entreprises. Alors, notre offre, elle s'articule beaucoup autour de la décarbonation aujourd'hui des entreprises, donc avec une première offre sur des pré-diagnostics, des audits. Alors, je ne vais pas détailler tout aujourd'hui, mais juste pour dire un petit peu à quelles étapes on agit. On offre aussi auprès des entreprises pour structurer la démarche. Donc ça aussi, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est comment mettre en œuvre le plan d'action, mettre en place une feuille de route pour aller dans cette transition écologique. Et ensuite, alors c'est peut-être pour ça que on est connu aussi, c'est pour aider les investissements, les études de faisabilité, vraiment spécifiquement sur des projets identifiés pour les entreprises. Alors je vais juste vous donner quelques exemples, parce que je ne vais pas faire étalage de toutes les aides qu'on peut avoir. Je vais vous épargner ça. Donc, on a aujourd'hui une offre qui est en train de se mettre en place sur la Guadeloupe, donc qui est vraiment une offre un conseil de premier niveau. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des partenaires pour apporter du conseil aux entreprises. Donc, ça va s'appeler Pacte Entreprise. Je dis ça va parce que c'est pas encore tout à fait en place. On est en train de le finaliser. Donc, pour les entreprises, les PME, d'avoir vraiment un conseiller à disposition pour faire cette information de premier niveau, conseil personnalisé, analyser des devis, enfin voilà, accompagner l'entreprise dans sa démarche de décarbonation. Donc ça, c'est pour 2026. On a bon espoir. Si on passe à la suite. Alors, la BPI est intervenue, donc je me permets de refaire. En plus, la présentation ne marchait pas, donc là, c'est parfait. On est en partenariat avec la BPI sur des diagnostics de premier niveau aussi. Donc aujourd'hui, une entreprise peut aller se renseigner sur toutes sortes de démarches. Alors on a parlé aussi d'aléas climatiques, on a des diagnostics sur l'adaptation au changement climatique, sur l'éco-conception, sur l'analyse des flux eau, électricité pour les entreprises, la décarbonation, vraiment la démarche de décarbonation, la performance des bâtiments. Enfin voilà, aujourd'hui il y a une offre qui existe, qui est assez complète, standardisés, avec des bureaux d'études qui sont déjà préfléchés. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être mis en place assez rapidement avec les entreprises. Donc là, vous voyez les coûts, je ne vais pas vous détailler tout ça. Ensuite, donc, si on a identifié un peu les actions à réaliser, donc voilà comment la mettre en place, comment structurer vraiment la démarche. On peut aussi avoir une offre d'accompagnement avec un consultant spécialisé
qui peut accompagner l'entreprise dans sa démarche de décarbonation. Donc là, on s'adresse plutôt à des plus grandes entreprises, peut-être un peu plus, voilà, qui ont besoin d'avoir un conseil plus personnalisé. Mais en tout cas, on peut intervenir sur une offre de consultant, définir une feuille de route et l'évaluer ensuite. Donc voilà. J'ai mis un exemple aussi. Depuis cet été, on a un appel à projet qui a été relancé qui s'appelle Décarb Flash, donc pour la décarbonation industrielle sur le territoire français. Donc la Guadeloupe est concernée. C'est bien sûr d'accompagner toujours la décarbonation des industriels avec des montants à 25 000 €, ça c'est le ticket de départ, jusqu'à 3 millions d'euros, sur des investissements qui sont déjà un petit peu standardisés, un peu détaillés. Donc ça va être plutôt chez nous, ça pourrait être par exemple électrifier un usage. Donc aujourd'hui, on est par exemple dans l'industrie agroalimentaire, on a une chaudière qui fonctionne au gaz, on veut le passer à l'électrique et on peut passer à l'électrique et mettre du photovoltaïque en autoconsommation, par exemple. Ça peut être une action de décarbonation concrète qu'on pourrait aider dans cet appel à projet. Alors, j'ai parlé beaucoup d'énergie parce que c'est un petit peu mon champ d'action, mais on a bien sûr mes collègues qui s'occupent sur la partie économie circulaire d'autres types de projets, donc avec le fonds économie circulaire. Donc avec des mises en place de démarches d'éco-conception, d'économie de la fonctionnalité, d'allongement de durée de vie de produits, enfin voilà, réemploi, recyclage. Toutes ces aides aussi sont mobilisables au niveau de l'ADEME Guadeloupe avec le fonds économie circulaire. Et peut-être finir aussi sur la mobilité. C'est vrai que c'est un champ qui est important aussi pour nous à développer, dont on parle peut-être un peu moins et à tort, parce que c'est un enjeu fort. De dire que pour vous, entreprise, il peut y avoir des accompagnements par rapport à la mise en place de plans de mobilité employeurs, donc pour vos employés, mais aussi des dispositifs pour les déplacements professionnels, donc pour optimiser les déplacements professionnels avec le dispositif MobiliPro, et de rappeler aussi qu'on finance une mission à Synergile, donc Guadeloupe Mobilité Durable, qui lance un challenge de la mobilité. Donc là, c'est aussi un petit peu pour engager son entreprise dans la mobilité durable. Donc voilà, on appelle les entreprises à participer à ce challenge et se comparer et faire émerger vraiment des projets de mobilité durable dans les entreprises. Voilà, juste pour finir, donc on a un site ADEME qui s'appelle Agir, qui est, enfin j'espère, assez bien fait, et qui répertorie tous les financements disponibles, les critères d'éligibilité qu'on a sur les projets, et qui permet aussi de déposer les dossiers de demande d'aide. Donc voilà, donc on est, en tout cas, je remets mon contact à la fin, mais en tout cas, on est tout à fait disposé à répondre à vos questions sur la transition écologique. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Muller. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il est enclenché ? Il est enclenché ? Merci. Je voulais tout d'abord remercier l'UDM-EDF et la FEDOM pour cette excellente initiative, vraiment, qui est dans l'air du temps, puisque Guillaume Galette l'a rappelé, et le président de la FEDOM aussi. Des attaques sont à prévoir, des attaques lourdes, des attaques qui auront des impacts très très difficiles pour les économies, et en particulier pour les TPE. Donc je voulais illustrer les propos de notre vice-président de la FEDOM, notamment sur le point des petites entreprises, des TPE, qui, si le dispositif de rabotage de moins 11 points, ce qui correspond à 35%, passe, seront les premières impactées avant les entreprises plus structurées, qui ont une trésorerie plus importante. Pourquoi ? Parce que les banquiers qui sont ici présents nous ont toujours expliqué que le niveau d'intervention ne doit pas généralement dépasser 65% de l'investissement. Pourquoi ? Parce que s'il y a une défaillance de crédit sur les 5 ans, en ayant
la banque, en ayant prêté 65%, a plus de chances de récupérer sur l'équipement, le matériel, une valeur qui lui permet de rembourser son capital restant dû et de ne pas être perdante. Ce que nous pouvons tous comprendre. À partir du moment où il y a un gap à remplir de 35%, jusqu'à aujourd'hui, les monteurs en défiscalisation, il y en a à peu près 8 agréés en Guadeloupe, cofinançaient autour de 25% sur les petits projets, et la TPE amenait un apport de 10%. Tout le monde le comprend, 10 plus 25 égale 35, plus 65 égale 100, le financement est bouclé. À partir du moment où on arrive à ce rabotage, les monteurs ne pourront plus amener que 15% sur les petits projets. Ce qui sous-entend un apport supplémentaire de la TPE de 10%. Donc, seuls les TPE capables d'amener 20% pourront encore investir. Et j'attire l'attention de toute l'Assemblée sur le fait que les premières victimes, ce qui est triste et terrible, seront les petites entreprises domiennes et particulièrement guadeloupéennes. J'attire l'attention de nos amis élus sur cette discrimination. Je n'aime pas tellement employer ce mot, mais je suis obligé de l'employer aujourd'hui, parce qu'il est anormal qu'un rabot qui concerne un dispositif à ce niveau de 35%, alors que les autres niches fiscales en France ne seront impactées que de 10%, je passe sur ton contrôle, monsieur le vice-président, il est anormal que nous soyons les seuls en France à être atteints à ce niveau. Donc j'appelle encore de mes voeux, j'ai été avec réunion avec le président de la FEDOM à Saint-Martin, pour que l'ensemble de nos parlementaires se saisissent en intergroupe parlementaire de cette question. Il est vraiment primordial que nos députés, nos sénateurs se saisissent de cette question. J'ai été personnellement impliqué dans une défense du dispositif en 2006, quand Dominique de Villepin était Premier ministre. Et c'est l'intergroupe parlementaire qui avait été reçu à Matignon qui a fait, en fait, qui a infléchi la position du gouvernement. Donc cette position, je le rappelle encore de mes voeux, et je profite de cette tribune pour la redemander. Merci encore. Guillaume, je peux répondre. Merci Christophe pour cette intervention et pour rappeler effectivement l'impact premier qu'il y aurait sur les TPE. Je voulais simplement compléter en disant que le rabot des 10% au niveau national avait été envisagé, mais ne serait même plus d'actualité. On va voir ce que le projet de loi de finances sort, mais aux dernières nouvelles, donc l'outre-mer avait vraiment une contribution spécifique voulue par notre ancien ministre, qui est complètement incompréhensible. Ce qu'il faut dire, j'ai fait le calcul exercice de voir à quoi ça correspondrait 800 millions pour l'outre-mer au niveau de l'Hexagone. On parlerait de 40 milliards. Donc ce serait l'équivalent de prendre 40 milliards sur le dos des entreprises. Donc c'est complètement... en fait, on pourrait presque dire le mot stupide d'aller aussi loin dans la ponction qu'on fait sur l'économie privée. C'est un non-sens. Je souhaiterais aussi attirer un point. Donc les TPE seraient les premiers impactés, mais je souhaiterais rappeler aussi que les grands projets, notamment dans l'hôtellerie, ne pourraient plus voir le jour. Parce que les rabots qui sont envisagés, c'est certes 11 points de moins, donc c'est 11 points de moins dans un plan de financement pour l'hôtellerie, mais c'est également un rabot, un plafonnement à la valeur un plafonnement en mètre carré, en euros par mètre carré, et qui est, lui, pareil, totalement dénué de sens, qui était à la base à peine plus haut que le logement intermédiaire. Donc on veut développer l'hôtellerie avec les mêmes critères que ceux qui sont dans le logement intermédiaire. Ce plafond a légèrement été revu à la hausse, peut permettre d'encadrer des opérations 2 ou 3 étoiles, mais dès qu'on passe sur du 4 étoiles, il n'y a plus aucun impact. Donc ça veut dire que ce sont des dispositions qui sont voulues pour maintenir le tourisme sur du bas niveau, qui crée peu d'emplois, et donc s'il passerait, condamnerait tous les gros projets hôteliers qu'il peut y avoir en 4 étoiles ou en 5 étoiles. Voilà, quelques éléments complémentaires. Donc on a vraiment besoin de la mobilisation générale pour pouvoir faire en sorte que ce projet ne puisse pas perdurer dans le cadre du nouveau gouvernement. Bonjour, merci à l'UDE-MEDEF et à la FEDOM pour la tenue de ce séminaire qui couvre de très nombreux sujets qui sont extrêmement intéressants. Alors ma question va porter sur le FEADER. J'aimerais profiter de la présence du président Harry Chalus pour la poser. Donc je vois qu'il y a beaucoup de monde aussi, du monde agricole dans la salle. Donc le FEADER, vous en connaissez l'utilité, ça nous permet d'assurer la compétitivité en matière agricole, ça permet l'installation des jeunes, ça permet la restructuration des exploitations guadeloupéennes. Le programme FEADER porte
sur les années 2023 à 2027 et ce programme équivaut à peu près à, quoi, précisément à 110 millions. Et malheureusement, ce programme n'est quasiment pas enclenché pour des raisons, nous dit-on, informatiques. Peut-être y en a-t-il d'autres. Mais c'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire qu'un tout un pan de l'économie guadeloupéenne et on verra qui répondra. Donc tout un pan de l'économie guadeloupéenne est à l'arrêt puisque sans cette aide majeure, un grand nombre d'investissements ne peuvent être faits. Ça concerne d'ailleurs l'agriculture comme l'agrotransformation, dont on est un certain nombre ici dans la salle à faire partie. Alors je remercie le président Chalut parce que cet après-midi, nous avons une réunion avec ses équipes, peut-être sera-t-il présent, et pour vous donner l'ampleur du sujet ou l'importance du sujet, les 4 interprofessions, c'est-à-dire fruits et légumes, viande, canne et banane, se rassemblent, j'y serai évidemment, se rassemblent pour évoquer ce sujet majeur. Et d'ailleurs, au passage, je le souligne, c'est un bon signe que donne là la Guadeloupe en montrant que les 4 interprofessions peuvent se réunir sur un sujet commun. Je sais, j'ai vu que les JA étaient dans la salle, je sais que les syndicats agricoles se sont eux-mêmes réunis en intersyndical pour traiter de ce sujet. Donc ça vous montre l'importance. Donc pour ceux qui sont intéressés par le sujet, ça montre qu'on s'en occupe, qu'on porte vos problématiques là où il faut les porter. Et en tout cas, même s'il y a une réunion cet après-midi, Président, j'aimerais peut-être profiter de votre présence pour que vous nous rassuriez sur la prise en compte de ces problématiques et enfin nous annoncer qu'on va pouvoir lancer les investissements grâce aux enveloppes FEADER et à l'instruction de ces enveloppes FEADER. Merci. Qui veut répondre? Le président passe la parole à Madame Julan, qui est donc la responsable qui vaut 1 milliard. D'accord. Bonjour à tous. Merci pour la question. Donc, je vous rassure effectivement sur le FEADER. La question n'est pas uniquement informatique. La région Guadeloupe est ce qu'on appelle une autorité régionale de gestion sur le FEADER, l'autorité de gestion étant nationale, donc le ministère de l'Agriculture. Donc nous sommes raccrochés à un plan stratégique national sur ces questions-là et donc nous sommes soumis, en tout cas dépendants d'un certain nombre de questions qui sont traitées au national. Donc, il n'y a pas que la question de l'outil. Nous subissons un audit initial de l'ASP qui va nous permettre de pouvoir instruire les opérations. Effectivement, nous sommes en train de paramétrer un outil qui va permettre de dématérialiser totalement le suivi des aides FEADER. Donc, un outil qu'on espère beaucoup plus opérationnel que celui qu'on a connu par le passé. Le ministère a néanmoins bien fait les choses. Oui. Ce n'est pas l'information que j'ai. La Martinique, je crois qu'ils sont totalement à l'arrêt. La Guyane, je ne suis pas persuadée que ça a avancé plus. Enfin bon, en tout cas, nous de notre côté, nous sommes parfaitement mobilisés. Je disais, le ministère a quand même bien fait les choses. La période FEADER, c'est 2014-2022. Donc là, nous sommes encore en train de travailler, de finaliser la période 2014-2022. Et donc, le programme 2023-2027, il a démarré timidement, pour les raisons que je viens d'invoquer, mais néanmoins, nous avons d'ores et déjà commencé à engager des dossiers. Sur la mesure jeune agriculteur, nous avons engagé hors outils avec des dérogations que nous avons sollicitées au national. Nous avons d'ores et déjà engagé 2 millions d'euros sur une enveloppe de 5 millions d'euros. Nous mettons en place ce qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir payer ces aides le plus rapidement possible. Nous avons mis en place des travaux qui vont nous permettre de dire que tous les outils seront opérationnels pour l'instruction des aides en investissement d'ici à la fin de l'année, donc d'ici au 31 décembre 2025. C'est un décalage. Alors je sais aussi, je vais le répéter, notre temps n'est pas le vôtre, mais c'est un décalage qui est tout à fait classique en fonds européens de 2 années. D'ailleurs, ce n'est pas le programme 2023-2027. Théoriquement, on devrait l'appeler le programme 2023-2029. Parce que je vous rassure, nous allons le mener jusqu'à 2029.
Donc, je ne sais pas. Alors, effectivement, donc nous allons nous rencontrer cet après-midi. Nous avons préparé les supports qui vont pour... Nous avons souhaité être totalement transparents. Et je reconnais que nous avons peut-être manqué de communication. Mais en tout cas, les échanges de cet après-midi vont nous permettre de vous montrer notre plan d'action détaillé qui va nous amener à tenir nos délais. Je fais juste un parallèle avec la question qu'on a eue un peu plus tôt. On se rend juste compte que le temps de l'entreprise, ce n'est pas le temps de l'administration, et que malheureusement, quand il y a des urgences derrière, des besoins en trésorerie, des idées de préfinancement de subventions européennes, on voit qu'un petit grain de sable qui bloque un outil informatique ou un déclenchement d'une décision, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Quand vous dites 2014 à 2022, on est en 2025. Oui, c'est catastrophique pour le rythme d'une entreprise. Mais en tout cas, c'est rassurant de savoir que vous essayez de comprendre le rythme de l'entreprise, les conséquences que ça peut avoir. Ça peut aboutir à des procédures collectives quand vous devez refinancer 4 millions d'euros et que vous avez 4 millions d'euros en moins sur votre trésorerie, ça aboutit à des licenciements majeurs. Mais en tout cas, c'est rassurant de savoir que vous comprenez, aujourd'hui, c'est un temps de dialogue et de vérité, et de se dire qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas que de grands groupes comme ceux qui ont pu vous interroger ou de grosses industries. C'est aussi surtout le cas de TPE, j'en vois dans la salle, qui sont notamment dans le domaine de l'apiculture, que je connais. Permettez-moi de compléter, plus que de comprendre, la programmation 2014-2022, c'était 240 millions d'euros de FEADER qu'on a payé à 98% au moment où je vous parle. Donc, plus que de comprendre, on a vraiment travaillé sur le terrain avec les partenaires. Effectivement, sur certains sujets, il peut y avoir des crispations, mais en tout cas, nous sommes au travail pour améliorer les choses et surtout améliorer les trains administratifs. C'est ça. Et comprendre le timing de chacun. Exactement. Et le timing de la Guadeloupe n'est pas celui de Bruxelles non plus. Parce que nous aussi, en tant qu'administration, on aimerait que ça aille plus vite, mais on est tributaire du national et de Bruxelles. Mais heureusement, vous avez la parole pour pouvoir représenter la Guadeloupe et expliquer qu'on a des urgences sur nos territoires et que leur timing n'est pas le nôtre, en tout cas pas ceux des chefs d'entreprise. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle, peut-être Alors, on va passer à la conclusion de nos travaux. Et donc, je vais demander encore une fois au plateau de s'en aller très, très doucement.